Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Open Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver en cette période de vacances et de fêtes, en espérant que vous avez pu en profiter un petit peu. En tout cas, le Thunder en profite pour nous impressionner sur les derniers matchs, il faut le dire. On n'aura pas l'occasion de beaucoup en parler sur cet épisode, donc on le mentionne juste ici. Je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Ça va bien, ça va bien. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. En tout cas, c'est difficile de passer de meilleures fêtes en tant que fan du Thunder, j'entends, parce que là, ce qu'on est en train de voir depuis quelques semaines, c'est quand même très intéressant. On avait fait le podcast OKC est-il une top team? Je crois que là, on commence à avoir deux, trois éléments de réponse vis-à-vis des victoires qu'on est en train de voir depuis 2 semaines. Non, mais voilà, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous passez de bonnes fêtes en tout cas. Et on est là, oui, pour parler d'un épisode un petit peu spécial, un peu plus en vrac, mais où on va pouvoir parler de beaucoup de choses, on va aborder pas mal de sujets. Ouais, un peu plus tranquille parce qu'on vous a demandé sur Twitter et sur Instagram de poser vos questions, de nous poser vos questions et qu'on y répondrait. Il y a eu beaucoup de réponses. On a une quarantaine de questions, je crois. Merci à vous, hein. Donc, merci beaucoup, mais il y a du taf, donc on va pas trop tarder. On a essayé de trier ça un petit peu par thème pour pas se disperser complètement. Il y a plusieurs questions qui revenaient, certaines qui étaient assez proches, donc bien sûr on les a mises ensemble. Mais en tout cas, voilà, merci à tous ceux qui ont posé des questions. N'hésitez pas à en poser d'autres, que ce soit dans les commentaires autres, on vous le redira. Mais voilà, là c'était l'épisode spécial, mais n'hésitez pas à en poser régulièrement. On pourrait ajouter des fois deux, trois petites questions à chaque épisode, ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez vraiment pas. Et du coup, le premier thème qu'on va développer et sur lesquels on a eu pas mal de choses, c'est celui que j'ai appelé un petit peu playoff et fin de saison. C'est sur les objectifs, etc., où on va finir. Donc pas mal de choses. D'abord, une première question de Nino Barthé sur Instagram. Jusqu'où on va aller en playoff si on les atteint, jusqu'où on pense qu'on peut aller si on est en forme. Ensuite, une qui se rapproche un petit peu de SkyG sur Twitter. Quelles sont les limites de cette équipe et peut-on rêver à avoir un bon parcours de playoff? Constant, est-ce que maintenant tu y crois à ces playoffs et est-ce que du coup à ces questions-là, est-ce qu'on peut faire un bon parcours et est-ce qu'on peut rêver à quelque chose? Là, on sent que c'est la période de la saison où tout le monde s'enflamme. Je vais faire un petit peu celui qui calme le jeu en disant il reste quand même 52 matchs. On a à peine passé le tiers de la saison, donc il peut encore se passer plein de choses. Je sais que les playoffs attirent beaucoup de gens, mais restons un peu prudents. Mais si, voilà, c'est le podcast, on va un peu se mouiller, parce qu'il faut se mouiller sur ce genre de questions. Je pense que le, le, le- est-ce que OKC, jusqu'où OKC peut aller en playoff? Bah, je pense que là, si OKC fait toute la saison au niveau que OKC propose actuellement, tu peux viser une demi-finale de conf. En gros, faire un petit peu comme ce qu'avait fait Memphis sur la saison 2021-2022. Tu fais une grosse régulière, tu passes un tour et en demi de conf, même s'il y avait la blessure de Ja face aux Warriors, tu te fais taper par une équipe plus expérimentée. Après, les limites en playoff, les limites de cette équipe en playoff, ce sera l'expérience, hein. C'est un groupe très jeune. Il y a que, en gros, il y a que Dort et Shea qui ont connu les playoffs et les Bertans, mais Bertans ne joue pas, donc ça compte pas. Donc voilà, c'est un groupe extrêmement jeune qui aura peut-être des problèmes en termes de taille vis-à-vis du poste 4. On en parlera après dans d'autres catégories, mais en l'état actuel, je pense que l'objectif n'a pas tant évolué. Mais si OKC venait à conserver ce niveau toute la saison, ouais, je pense que tu pourrais commencer à te dire que tu peux peut-être passer un tour de playoff. Ouais, je pense aussi, honnêtement, on est bien plus optimiste maintenant qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, il faut le dire, hein, et d'où ces questions sur les playoffs qu'on n'espérait pas, à ce moment-là. Mais ouais, effectivement, vu le niveau affiché, tu peux clairement avoir un peu plus d'espoir l'espoir augmente même, j'ai envie de dire, de jour en jour et de semaine en semaine. Effectivement, tu peux espérer avancer en playoff parce que tu as une équipe, dominante défensivement, dominante offensivement, qui a des armes qui sont plus ou moins transposables en playoff, hein. On voit pas forcément un Shea s'arrêter de bien jouer en playoff. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont transposables. Mm. Comme tu l'as dit, un manque d'expérience, mais est-ce que ça sera forcément préjudiciable? On sait pas. Tu as toujours la maturité supérieure par rapport à les Nuggets, par exemple, ont bien plus de maturité et seront bien plus prêts. Mais tu as quand même des joueurs qui ont des expériences diverses et variées en amphiba, etc. Donc, à voir comment ils réagissent, hein. Encore une fois, on n'a pas toujours les mêmes réactions face à ces enjeux. On sait qu'un Lou Dort, par exemple, adore ça. On sait que d'autres, c'est plus compliqué, donc on verra là-dessus. Mais ouais, passer un tour, ça sera très satisfaisant. Je pense que Mm. c'est une des questions qu'on a juste après. Ça va dépendre de l'adversaire un petit peu.
Mais après, on n'est pas à l'abri non plus de blessures, de choses qui peuvent arriver et qui font que ton parcours, déjà pour se qualifier en playoff, sera bien plus difficile qu'il l'est tout de suite et que potentiellement ton adversaire sera bien plus fort. Parce que pour l'instant, on prend une équipe de play-in si ça s'arrête là. Et bon, c'est assez satisfaisant. C'est assez satisfaisant. Tout à fait, tu joues le septième. Tu joues le septième. Alors après, la conférence Ouest est bizarre cette année. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grosses équipes en tout cas, il y a beaucoup d'équipes qui étaient considérées comme des contenders qui sous-performent. Et il y a beaucoup d'équipes qui étaient considérées un peu comme en dessous, qui Mm. surperforment ou qui se retrouvent classées haut. Typiquement, personne ne voyait OKC et Minnesota top 1 et top 2 de la conférence Ouest, alors que personne ne voyait les Warriors et les Suns, respectivement 9e et 11e de la conférence Ouest. Donc, on va voir. Tout peut encore changer. On se souvient que l'an dernier, les Pels, à cette époque-là de l'année, étaient premiers de leur conférence. C'est l'exemple que j'aime bien rappeler. Les Bulls, il y a 2 ans, à cette période de l'année, étaient premiers de la conférence Est, avant la blessure de Lonzo Ball. Donc, comme quoi, tout peut switcher. Les grosses équipes peuvent revenir. Mais oui, pour l'instant, OKC est deuxième de sa conf. Et c'est très satisfaisant. Et après, en playoff, voilà, on parlera peut-être tout de suite des match-ups qui nous intéressent. Mais il y a assez peu d'équipes à l'heure actuelle que je n'ai pas envie de jouer, on va dire. Ouais, c'est une des questions suivantes qu'on a de Maplège sur Twitter. Alors, dans le cas d'une qualification directe en playoff classée de 1 à 10 de Minnesota Warriors, les équipes que vous avez moins envie d'affronter, celles que vous préférez affronter. On va pas faire les 10, honnêtement, pour une question de timing, et ça, typiquement, c'est quelque chose dont on pourra répondre peut-être plus tard en podcast si les qualifications en playoff s'affirment, etc. On pourra essayer d'aller en profondeur sur ce sujet-là. Donc, on va peut-être plutôt donner quelques équipes qu'on aimerait et les équipes qu'on n'aimerait pas. Déjà, je pense que toi et moi, on est d'accord sur une équipe qu'on n'aime pas, c'est les Kings, parce qu'on n'y arrive jamais contre eux. C'est assez simple voilà, on perd à chaque fois. Et moi, les équipes que j'aime pas, c'est que celles qui vont être très fortes sur le front de courte et à l'intérieur. Les Kings, typiquement, le sont, mais tu vois, moi, j'ai un peu peur d'une équipe comme les Pelicans qui sont en forme avec un Zion, Valanciunas qui vont taper fort en playoff. Même si c'est pas l'équipe qui m'impressionne, c'est une équipe qui va nous faire chier sur ce profil-là. Bien sûr, Denver, j'aime pas envie de les prendre du tout, champion en titre, etc. Voilà, ces équipes-là, moi, me font un peu peur. Après, j'ai toujours cet aspect Suns, moi, de talent pur, qui me fait peur si tout le monde est en bonne santé. Et si je devais en mentionner un petit dernier, j'aimerais pas prendre Luka, simplement, parce que Luka Doncic. Voilà, mais globalement, il y a pas d'équipes qui me font vraiment, vraiment peur, à part les Kings qui ne réussissent pas. Mais j'ai des petites craintes, c'est quelque chose dont on pourra discuter en profondeur, mais des petites craintes sur certaines match-ups qui me font peur. Là où par exemple les Clippers me font un peu moins peur, peut-être, ou les Wolves me font un peu moins peur, les Lakers à voir encore une fois, mais voilà, il y a des équipes qui me font un petit peu moins peur. À deux doigts de dire Fine in the West, Pierre. À deux doigts de faire ton Ja Morant de l'an dernier. Non, en fait, il y a différents trucs. Il y a les équipes que j'ai envie d'affronter pour le profil de jeu de ces équipes. Il y a des équipes que j'ai envie d'affronter pour les narratifs que ça pourrait créer, pour la confrontation. Si vous suivez Wear Thunder depuis longtemps, vous savez que j'étais très content lors de la bulle que le Thunder affronte les Rockets parce que j'aime bien un petit peu le sang, j'aime bien un petit peu le divertissement. Je suis pas trop. Alors, si le classement reste comme ça va être difficile d'avoir un affrontement entre les deux équipes, mais je suis pas trop d'accord avec toi sur les Wolves. Je trouve que les Wolves, c'est vraiment une match-up qui ne réussit pas du tout. Déjà par la présence de Rudy Gobert, de par la présence d'un joueur comme Jaden McDaniels et de par le fait qu'ils ont 48 minutes de qualité sur le front de courte au poste d'intérieur avec Cade, Gobert et Nasrid. Je suis d'accord, c'est juste que dans leur profil offensif, etc., j'y crois moins en fait. C'est des détails, mais ils sont très impressionnants depuis le début de saison. Donc, Je, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, enfin, moi, je suis moins haut sur les Wolves que certaines personnes parce que je pense que leur manque de qualité en attaque, notamment sur demi-terrain, va les pénaliser. Un peu comme le Jazz. Je trouve que les Wolves ressemblent beaucoup au Jazz qui fait premier de conf en 2021. Pas uniquement parce qu'il y a Gobert, mais aussi parce que c'est une top défense et qu'il y a des parallèles à faire entre Anthony Edwards et Donovan Mitchell qui se font taper par les Clippers. Les Clippers, c'est bizarre, c'est que c'est une des meilleures équipes NBA depuis un mois, mais c'est une équipe que j'ai envie de jouer. Je trouve qu'ils ont en fait ils ont un problème, on l'a bien vu sur le match contre eux, c'est que Zubac peut pas défendre Chet et qu'ils n'ont pas d'alternative en fait s'ils passent small, sachant que OKC aurait suffisamment de qualité sur les ailes et sur le backcourt pour d'une part ne pas se faire défoncer au rebond offensif et secondement être capable euh, de tenir face à leur puissance de frappe qui est quand même exceptionnelle parce qu'on parle beaucoup d'Arden, on parle beaucoup de Kawhi, on parle beaucoup de Paul George,
Même un joueur comme Norman Powell fait énormément de dégâts en sortie de banc pour ces Clippers de cette année. Donc voilà, les Clippers, moi j'ai envie de les affronter. L'équipe que j'ai le plus envie d'affronter, mais ça c'est mon côté un petit peu fan de sang et je pense pas que ça arrivera, c'est les Warriors. Parce qu'on n'a pas eu assez de Stephen C'est Curry vrai. pour encore en bouffer, mais je trouve qu'il y aurait tellement un truc. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est une équipe expérimentée vieille. Tu vois, un Warriors, non, un OKC Wolves, bof. Toi, OKC Kings, bof. tu veux refaire la série contre les Lakers où on les avait tapés, les vieux, là. C'est Oui, ça que tu veux refaire. non, mais en fait, j'aime bien, par exemple, ce qu'il y avait l'an dernier entre Memphis et les Lakers, ou entre les Kings et les Warriors, j'aime bien la Mm. nouvelle garde qui rencontre l'ancienne garde. Mm, mm. Potentiellement pour qu'il y ait une passation de pouvoir, ce qui n'est pas arrivé avec les Kings l'an dernier, ce qui n'est pas arrivé avec les Grizzlies il y a de ça 2 ans. Donc ouais, moi, Lakers, ils me font pas si peur que ça, même si LeBron James et Anthony Davis sur une série de playoffs, c'est un peu chiant quand même, mais je pense que ouais, l'adversaire que je crains le plus, c'est les Kings. Déjà parce que Fox a quand même bien transformé son jeu offensif. Il prend énormément de 3 points en pull-up, enfin, c'est n'importe quoi. Il les met en plus, surtout. Il a 40% de réussite sur ses pull-up à 3 points. Enfin, la transformation du jeu offensif de Fox est dingue cette année, je trouve. Ils ont Sabonis qui est extrêmement chiant, ils ont de la profondeur de banc, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent prendre feu. Donc voilà, ouais, plus les Kings et l'adversaire que j'ai envie de jouer, les Clippers ou les Warriors et même les Mavs. Toi, t'as pas envie de jouer Lucas. Je pense que OKC, si OKC a une chance de remporter une série de playoffs, je pense que je classerai les Mavs limite tout en haut Mm. des équipes contre lesquelles tu as la plus grande probabilité de gagner. Ouais, mais où tu peux perdre, où ils peuvent battre aussi n'importe qui, quoi. C'est ça qui est un peu chiant avec cette Tout à fait. équipe-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est juste pour ajouter, si tu veux de la narrative, Clippers, c'est pas mal, vu qu'il est en face aussi, ça serait assez Ça drôle. va, ça va. Et même les Suns, en soi, avec un KD, etc., ça peut être assez drôle aussi. Pour un retour de playoff au OKC, que tu joues les anciens, ça peut être drôle, effectivement. Ouais, C'est ouais. vrai que j'avais pas pris en compte l'aspect narratif, toi tu as beaucoup pris en compte, mais c'est vrai que ça peut être, on peut le voir comme ça aussi. Ouais. Passons maintenant un petit peu sur des projections, plutôt sur la fin de saison. Plusieurs questions qui se rejoignent encore une fois. Donc une de Kevo qui est-ce que finir hors top 6, donc qualification directe en playoff, c'est un échec et est-ce que une de Pastagux qui nous demande avec le bon début de saison, faut-il revoir les objectifs à la hausse? En étant optimiste au début de saison, on voyait une qualif. Est-ce que là, il faut espérer un bon parcours en playoff? Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit avant. Et enfin, Sinbad qui nous demande carrément un pronostic. À quelle position on finit en fin d'année? Constant, est-ce que ouais, toi, ton avis a évolué vis-à-vis de ça? Même ces dernières semaines, on a parlé à pas si longtemps que ça. Est-ce que tu crois de plus en plus à cette qualification directe? Et est-ce que du coup, ça serait un échec, un petit peu ça? Je suis encore un peu mitigé. Je trouve que actuellement, ce qui se passe au OKC, il y a un peu ce côté où j'arrive pas à y croire en fait. J'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. J'ai toujours eu une espèce de frein à main où je me dis non, c'est pas possible en fait. C'est trop beau ce qui se passe. On a avoir parlé avec Tom de Doug Kevdo, il avait un peu le même sentiment il y a 2 ans quand Memphis fait deuxième de conférence avec Ja qui devient une superstar. Enfin voilà. Il y a toujours ce côté où tu t'attendais à quelque chose, tu attendais une équipe qui allait jouer le play-in. En fait, tu te retrouves avec une top team de NBA, même pas juste de sa conférence, de NBA. Donc, tu te dis, mais en fait, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je pense que tu me dis aujourd'hui, le Thunder termine 5e ou 6e de sa conférence, je signe. C'est vrai qu'en dessous, avec le début de saison qui est effectué, ça pourrait être une déception, hormis, bien sûr, facteur des circonstances atténuantes, dans le sens chez loupe un mois et demi, Hmm. Chet, voilà, on le souhaite pas, je touche encore du bois à chaque fois, mais grosses blessures qui peuvent arriver, hein, qui arrivent à pas mal d'équipes en ce moment. OKC pour l'instant est très épargné par les blessures. Je pense que ouais, malgré tout, de par le niveau de jeu proposé, de par le fait que OKC a la meilleure attaque sur demi-terrain de toute la ligue. Rendez-vous compte, la meilleure attaque sur Ça, demi-terrain. c'est incroyable. Souvenez-vous d'où on vient. Mais, Souvenez-vous mais, juste d'où on vient. mais souvenez-vous, ne serait-ce que l'an dernier, on disait Ouais. qu'OKC n'était pas une bonne attaque. Meilleure attaque sur demi-terrain, troisième meilleure défense sur demi-terrain. Je pense que ouais, on doit revoir nos objectifs à la hausse, mais nos objectifs doivent être 6e. Je pense qu'il Playoff. il faut toujours viser le plus haut possible, mais c'est vrai que de par ce qui est proposé sur ce bon tiers de la saison, ça serait un peu décevant, pour ne pas vous mentir, qu'OKC se retrouve au play. Sachant Ouais, que, je hmm. conclurai juste en disant que OKC a 9 victoires, il me semble que, enfin 9 défaites, excusez-moi, sachant que le premier play-in, il me semble, est à 14 ou 15 défaites, donc OKC commence à avoir un petit matelas de victoires d'avance sur ce groupe qui est constitué de pas mal d'équipes.
Dans les 18-14, les Pélicans et les Mavs d'ailleurs qui sont 6e, et tu as les Rockets qui sont à 15-15 et qui sont 10e. Donc tu as effectivement un petit match là. Mm. Non, je suis d'accord avec toi. Là, tu es obligé d'espérer mieux. Enfin, sachant que nous, on espérait à peu près le même bilan que l'année dernière. Bon, Mhm. quand tu es au bilan actuel, déjà, tu revois ça à la hausse largement. Et effectivement, sauf blessure, et c'est vraiment le facteur qui pourrait se dire, bon, au final, on va faire ce qu'on peut. Tu dois te qualifier direct en playoff, je suis presque envie de dire, vu le début de saison, et j'ai envie de dire, même vu les problématiques que les équipes derrière ont eues. Tu Mais vois, les Warriors, typiquement, avec les problématiques qu'il y a, tu te dis, il faut en profiter, il faut les mettre derrière. Les Grizzlies, encore une fois, c'est une équipe que tu aurais pu estimer un peu plus haut. Mais là, avec oui. Ja, avec autres, ils sont très mal partis. Les Suns avec les blessures. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que là, tu dois en profiter, tu dois te qualifier directement. Donc, ça serait effectivement une petite déception de être hors top 6. Après, honnêtement, je l'ai dit la dernière fois, on tombe en play-in, j'ai assez confiance en cette équipe, mais il faut que tu puisses te permettre quelque chose, d'une qualif directe en play-off, de remettre un peu au Kessie dans les équipes qui comptent à l'Ouest, voilà, directement. Après, je suis d'accord avec toi que les objectifs, ça doit pas être non plus top 3, passer 2 tours, etc. On n'en est pas là. Non. On est face à une équipe qui joue son meilleur basket depuis. Honnêtement, je me suis fait la réflexion, j'ai dit, je pense honnêtement, on a eu des équipes meilleures, individuellement, etc. Mais collectivement, je pense que j'ai jamais vu ça. C'est potentiellement une des meilleures équipes collectivement. Alors, pas une meilleure équipe individuellement. À l'époque, Russ KD, c'était très fort. Mais dans le collectif, j'ai rarement vu ça au KC. Et là, ça joue vraiment bien. Et donc, du coup, tu as des espoirs. Effectivement, tu joues comme une top team. Alors, jusqu'où ça va durer? Est-ce que dans les moments de down, tu arriveras à remonter la pente? Est-ce que, voilà. Mm. Il y en aura toujours, donc on verra, mais effectivement, là tu essayes de te restreindre, mais tu as envie de rêver à des choses cool, quoi. Parce que Mm. moi, je suis une fanbase adverse, je tape OKC au premier tour, je suis pas sûr, hein. Je suis honnêtement, je suis pas. Ouais, tu te dis, tu peux prendre, vraiment. Je sais pas, je sais pas. Je trouve déjà, je pense que ce qu'a fait OKC là cette semaine, avec la victoire de 23 points contre les Wolves au complet, avec autant d'avantages de repos, et la victoire contre Denver, qui était dans une deuxième nuit de back-to-back, enfin, ils venaient d'en foutre 140 à Memphis 24 heures avant, vous n'allez pas me faire croire qu'ils étaient complètement crevés. Je pense que ce stretch-là n'a pas été fait depuis Russ KD, très honnêtement. Je pense que même Russ PG, ça n'a pas été fait comme ça, ou en tout cas pas face à des aussi grosses top teams. L'année avec Chris Paul, OKC était pas si bon que ça contre les très bonnes équipes. Je pense, ouais, faut remonter à Russ KD pour retrouver des soirs de domination comme ça sur l'adversaire, de domination de top team. Après, pour ce qui est de la fanbase adverse, je pense que OKC a ce côté, tu peux craindre OKC, mais tu peux dire d'un côté, on joue pas, je sais pas, les Clippers ou on Ouais. joue pas, Avec les anciens et tout, tu joues que les voilà. jeunes, etc. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je pense que les franchises peut-être un peu, les franchises, d'équipes avec un peu plus de bouteilles pourraient se dire: «OKC, c'est une équipe chiante, mais on peut les avoir à l'expérience sur un premier tour», même si OKC venait à avoir l'avantage du terrain. Et je dirais juste un dernier truc, tu as parlé de moment down. Je trouve que là, ce qu'on est en train de voir, cette semaine ou depuis 2 semaines, c'est un peu le pic du niveau du Thunder. Enfin, ça va être très difficile de jouer mieux que ce que le Thunder joue actuellement. Ça me fait un peu penser au mois de janvier de l'an dernier où OKC était à un très haut niveau de basket. Là, il y a des séquences contre Denver cette nuit de patience, de mouvement de balle qui sont absolument magnifiques. Et c'est bien. On voit que quand OKC joue son meilleur basket, OKC est capable de regarder n'importe quelle équipe droit dans les yeux. Maintenant, il faut voir quand OKC joue moins bien, jusqu'où tu joues moins bien. C'est-à-dire que quel est ton niveau plancher? Est-ce que ton plancher te permet de continuer à battre des grosses équipes, ou est-ce que ton plancher est beaucoup plus bas que ton pic? Et je pense que le classement du Thunder va dépendre aussi de son niveau plancher dans des moments où l'adresse est moins bonne, chez peut-être moins bon, et où la défense tient peut-être un peu moins. Ouais, puis tu vois ça, l'adresse, on en avait parlé, et au final, même quand tu mets pas forcément dedans, tu gagnes, là, ces Mmh. temps-ci. Enfin voilà, il y a toujours un truc qui va faire que tu vas gagner le match contre les Warriors où tu provoques 18 turnovers ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a toujours 28. un 28, oui, 18, j'étais gentil, 18, Oui. 28. Non, il y a toujours un truc qui fait que tu vas gagner le match. Tu vois, il y a toujours de la ressource, ça va être défensivement, ça va être un gars qui prend feu, ça va être. Donc ça, c'est assez agréable. Donc, et puis ouais, non, mais d'expérience, ouais, je suis comme toi en fait, pour revenir là-dessus.
J'essaie de me restreindre et tout, tu vois. Moi, je regarde peu les matchs en direct, c'est rarement moi qui fais le LT si vous suivez le compte. Et du coup, quand je me lève, je dis bon, ils vont bien avoir perdu cette fois. Enfin, tu vois, en mode bon, il y a un moment, ça va s'arrêter. Ah non, plus 20 contre Denver. Ah non, Mm. plus 20 en back-to-back contre les Knicks. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Mm. Et je me dis bon, bah tout va bien, voilà. Ah, mais mais je vais, mais non, mais je vais prendre un exemple. J'ai pas regardé le match en direct contre les Wolves et je me suis réveillé, il me semble, à 4h30 du matin parce que quand je regarde pas les matchs du Thunder, je me réveille toujours soit milieu de troisième quart, soit après le match. C'est mon horloge biologique qui fait réveille-toi. Et j'ai vraiment ouvert l'application NBA avec un peu la boule au ventre en me disant qu'est-ce qui s'est passé. Quand j'ai vu plus 23, j'ai fait pardon. C'est pas, enfin, vraiment, ah bon? non, mais je ne m'attendais absolument pas à ce Ouais, qu'on mais ouais. remporte ce match, hein. Vraiment pas. Et j'ai fait pardon. Plus 23, ok, d'accord. Et il y a vraiment ce côté où ça va peut-être nous retomber dessus. C'est peut-être l'épisode où on va se prendre le plus de karma sur cet épisode Ouais. FAQ. Mais actuellement, n'importe quelle équipe se ramène face au Thunder. J'ai pas peur de cette équipe. Je me dis, on peut les taper. Je dis pas qu'on va les taper, mais je me dis, on peut les battre potentiellement. J'ai très envie de jouer Boston au complet là, je Ça t'avoue. va être bien. Juste pour voir. Ça va arriver bientôt d'ailleurs. Oui, Mais c'est juste après, c'est le 3 janvier. C'est après le match donc contre les Nets. j'espère qu'ils seront au complet, mais ça peut être très très intéressant. Donc Mm, mm. j'ai hâte de voir ça. On va passer maintenant à une deuxième partie de questions. Donc déjà, merci à tous ceux qui en ont posé là sur les playoffs. On va passer plus à une partie trade. Donc là, c'est le cœur du sujet. On en a plein. Donc que ça soit à la deadline, etc. Alors, on va commencer par une note qui vient d'Instagram de Toff. Le front office doit-il bouger avant la deadline? Donc en ajustement du roster, en anticipation des prochaines prolongations. On a plusieurs sur la deadline, donc on va peut-être les rassembler. Il y a Yoka qui nous dit récemment, on voit beaucoup de personnes qui veulent jouer le titre dès maintenant en lâchant beaucoup de pics pour chercher un gros joueur. D'autres veulent voir le roster actuel se faire les dents en playoff sans un autre gros joueur à côté. Votre avis? Et après, on doit rechercher, toi et moi, des exemples de trades qui nous plaît. Donc toi, est-ce que à la deadline, tu as envie de bouger? Et est-ce que ça te paraît, ou alors est-ce que tu es plutôt dans l'attente de voir comment ça va se passer avec ce groupe-là, et notamment le trio qui semble se développer? Oui, ça c'est. On aurait pu C'est le faire débat. on aurait pu faire un épisode entier. Enfin, très honnêtement, il y a des questions, on aurait pu faire un épisode entier Mm. sur ça. Je sais pas, à la deadline, non. Je sais pas. En fait, tout dépend de qui est disponible, mais j'ai pas envie de faire un espèce de splash move, comme peuvent dire les Américains, ou un espèce de gros truc, de gros chamboulement qui chamboule l'effectif. Tu me dis, je sais pas moi, tu me dis Daniel Gafford ou Tyus Jones sont disponibles du côté des Wizards. Bah, je regarde. Tu vois, c'est deux joueurs que j'aime bien, c'est deux joueurs que je trouve intéressants, qui peuvent s'insérer dans le collectif du Thunder. Tu me dis Alex Caruso est disponible, bah, j'aime bien aussi. Je me dis, bon, là, tu peux commencer à avoir une défense sur le point of attack quand même très, très sérieuse. Donc, c'est les trucs que je regarde, mais tu me dis, Pascal Siakam est disponible. Bah non, j'y vais pas. Tu me dis, Laurie Markkanen est disponible. Bon, ok. Même si j'aime beaucoup Oui, Laurie là, Markkanen, c'est je trouve. on considère le prix. Ouais, c'est le prix là, je pense, qui t'embête plus que le joueur. Non, non, il y a des problèmes de Markkanen me pose de plus en plus Hmm. d'interrogations tactiques. J'en ai déjà parlé dans le précédent podcast, mais on l'a vu sur le match contre les Wolves, la qualité du Thunder, c'est qu'il y a 5 mecs qui peuvent porter la balle. Et du coup, tu as des situations où c'est Chet qui initie le pick and roll, où c'est Kayson Wallace ou Lugensdort qui pose un écran. Donc je pense qu'avoir un joueur comme Laurie Markkanen... En fait, ce qu'il faut à OKC, c'est un poste 4, mais un 3-4. Un joueur à la André Iguodala, voilà, par exemple. Voilà. Michael Bridges, bon, je vais le citer, mais Michael Bridges, je trouve que c'est ce type de joueur qu'il faut à OKC, dans la polyvalence défensive qui peut porter la balle, qu'un vrai 4 comme Siakam ou comme Laurie Markkanen, qui pour moi enlèverait un petit peu des qualités offensives du Thunder et enlèverait un peu des qualités défensives parce que tu aurais moins de polyvalence quand même. Mais sinon, à la deadline, non, je fais rien. J'ai envie de tester ce groupe jusqu'au bout. Et quitte à se manger le mur, hein, potentiellement en playoff, mais j'ai envie de voir ce qu'est capable de faire ce groupe en l'état avant de commencer à me dire l'été prochain, bon, ok, maintenant on s'est pris notre leçon d'expérience potentiellement en playoff. Comment on fait pour devenir contender, littéralement? Hmm. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai pas envie de bouger ce qu'on voit là, en fait, et que même avec un changement des fois minime, tu peux briser quelque chose, ou ça peut demander des ajustements qui peuvent être au final, ça peut être négatif. Alors effectivement, après, il y a des joueurs compléments qui sont très intéressants d'avoir. Je suis peut-être pas les mêmes que toi, mais
Oui, un Caruso, c'est toujours des bons joueurs à avoir, enfin voilà, ce type de profil-là. Après, tu vois, un Siakam, je suis peut-être moins bas que toi. Je considère, alors c'est peut-être que je regarde peu les Raptors maintenant, mais je considère qu'encore capable de porter un peu la balle, etc. Peut-être qu'il est pas utilisé comme ça, c'est peut-être Bah, ça le problème. c'est C'est peut-être surtout, ça le problème. c'est cette année le problème de Toronto, c'est que c'est vraiment Scottie Barnes fait une énorme saison là. Ouais, L'année 3, Scottie Barnes est exceptionnel, excusez-moi. Et puis Siakam, il tire à 25% à 3 points cette année, donc c'est ça qui est euh, compliqué. moi j'aime bien un peu le spacing quand même. Donc et puis Siakam, ouais, je sais pas, on en parlera après. Je pense qu'on aura des questions Ouais. sur ça, mais je pense pas que le Thunder ait forcément besoin d'ajouter un joueur à 25 points par match si le trio est vraiment le trio qu'on est en train de voir éclore sous nos yeux. Ouais, puis en fait, t'ajoutes un joueur 25 points par match, mais qui est pas une star et qui tu vas payer cher et que bon, En plus, il a 29 ans, il est free agent cet été. Enfin, je fais pas Siakam. c'est compliqué. Non, mais je suis d'accord avec toi, à part des petits ajustements de joueurs compléments avec potentiellement des joueurs que nous, on n'utilise pas, Bertans, Micic, etc. On aura l'occasion d'en reparler plus tard aussi dans les questions. Ouais, je vois pas de mouvement et je suis pas spécialement pour. Tu es en train de construire quelque chose de vraiment bien avec, pour l'instant, de la place salariale. Enfin, tu as des joueurs en contrat rookie qui sont déjà tes deuxième et troisième meilleurs joueurs. Enfin, mais même Tout globalement, à tout le fait. monde. Donc, c'est assez incroyable. Il faut en profiter, en fait, de ça. Alors, est-ce que, du coup, il y en a certains qui vont nous dire, oui, du coup, il faut aller chercher des joueurs. Je comprends. Mais je pense qu'on est en train de construire quelque chose avec aussi des jeunes qui s'affirment en sortie de banc et autres. Et t'as pas besoin d'accélérer la chose là où ça se passe très bien. Le groupe semble idéal ensemble, d'ailleurs, Mm. tu vois. Donc non, je suis d'accord avec toi. Profitons de ce qu'on a pour l'instant. Et effectivement, surtout si tu as une campagne de playoff derrière toi, là tu pourras dire bon ok, là on a vu, ok ça manque de poids dans la raquette, bon ok ça manque de shoot en sortie de banc. Bon ça sera pas ça la solution, mais en gros ça manque de ça. Bon ok, on peut faire ces ajustements là. Ce qui avait été fait auparavant avec un Kendrick Perkins, hein, si on se souvient à la grande époque. Bon, un choix plus ou moins bon, mais ça Ouais. avait été fait dans ce sens-là. Moins que plus, d'ailleurs. Mais Bah, bon. c'était de la soustraction de Jeff Green pour laisser de la place aux autres, on va dire. Plus Ouais, bah, dans ce sens. ça se voit qu'on était que la NBA, ça se voit qu'on était dans la NBA de 2011, hein, C'était parce une autre que NBA. en Non, mais voilà, non, 2016, mais, Ibaka était 5, hein, mais bon. non, mais je suis d'accord avec toi après sur garder le groupe tel qu'il est. Mm. En lien un peu avec ça, on a Chet et chez Stan qui nous dit quel serait votre trade idéal réalistiquement parlant, donc du coup à peu près la deadline ou là, et quel serait votre joueur de rêve que vous placeriez dans l'effectif. Là c'est juste le meilleur fit, j'imagine, avec n'importe quel joueur. Sur la deuxième, sur le meilleur joueur possible, honnêtement, je pense que c'est Giannis pour moi. Oh Parce non, que, moi franchement, t'enlèves Didi, non, tu mets Giannis, t'es injouable. bah T'es non, injouable. t'as que des mecs qui drive. Ouais, mais bon, ça te pose pas de problème pour l'instant. Là, en fait, dans ma tête, si t'enlèves Didi, qui tire pas, et qui fait que driver et créer, tu le remplaces par Giannis, qui fait que driver et qui peut créer et qui défend 20 000 fois mieux, en quoi t'es meilleur, tu vois? Ouais, C'est vraiment le poste. Mais pour moi, je pense que oui, mais il fait que créer, mais pour des shooters dans les corners. Donc si les shooters dans les corners, si ils t'as mettent pas les pas shooters, dedans. je suis d'accord avec toi que ça nécessiterait pas mal d'adaptation et que j'ai un peu peur. Avec Shea, comment ils vont partager la balle sur les drives, Voilà, etc. parce que Mais sur le c'est papier, c'est injouable. Dans c'est la bien raquette d'avoir Chet Giannis, Giannis, mais c'est bien d'avoir Giannis, mais quand t'as déjà le Giannis des guards, ça sert pas à grand ouais. chose. Ouais, mais la raquette Chet Giannis, je veux voir ça en fait. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est pas mal, c'est honnête, c'est honnête. Pff, idéalement, on va pas répondre Jokic, c'est trop simple. On va pas répondre Tyrese Haliburton, c'est Non, trop mais simple. c'est pareil. Jokic et Liberton, tu changes ton jeu. Enfin, Jokic, tu changes ton jeu. Oui, mais t'as quand même un mec qui peut sanctionner en pull-up à 3 points avec Haliburton. Je trouve que t'as quand même un peu plus de spacing avec deux de ces joueurs-là. En vrai, Tu prends KD alors. Si on a plein de questions sur lui. Mais tu sais que j'étais en train de réfléchir. bah, dans le profil que tu souhaites, t'es proche et on en parlera juste après. Mais oui. C'est que je suis en train de réfléchir. Je vais répondre, franchement, je vais répondre Kevin Durant. Je suis désolé, mais il y a un En vrai, moment. c'est que je voulais pas mettre KD, mais le profil
Alors, KD peut-être plus jeune, mais le profil est idéal. Même cette année, il est en 50, 40, 90, j'en ai rien à Oui, faire. mais c'est Mais défensivement que plus jeune, c'était mieux. C'est pour ça que je te dis ça. ouais, non, mais après, non. Non, mais alors, le profil. Bon, allez, on va pas prendre un mec qui est des top 10 du DH20 parce que sinon, ça marche bien. Mais Michael Bridges. Michael Bridges, Oui, pour moi, c'est le joueur que j'ai envie de voir au KC. Sinon, réalistiquement, bah, franchement, plus tu maintenant, me- mais Anunoby, ça aurait pu se faire. ouais, mais du coup, je suis trop obstrué par les questions salariales. Ouais, J'arrive pas à imaginer parce que je suis dans le prisme de il va demander beaucoup. carrément. Non, réalistiquement, franchement, mets-moi Caruso en sortie de banc. Je sais pas, j'ai quand même plus j'ai quand même plus envie d'avoir un 3-4, moi. Bah, Dorian Vraiment, Finney-Smith, ouais. Parce c'est que pas mal, hein? Bridges, réalistiquement, on va dire que ça se fait pas. Ouais, un joueur comme ça, mais bon, est-ce que c'est un vrai upgrade? Oui, c'est un upgrade, mais Oui, c'est un vraiment, upgrade. tu passes un cap par rapport aux autres. Parce que tu vois, Caruso, bon, oui, tu le fais C'est des, jouer, il y a pas, c'est des joueurs pas de de souci. complément. C'est des Ouais. joueurs de complément. Après, sinon, je sais pas, moi, j'essaie de trouver, mais il y a pas. Sinon, il y a plein de joueurs qu'on aime bien, mais réalistiquement, pour moi, t'as que des joueurs de complément pour l'instant que tu peux faire réalistiquement. Oui. À moins de faire Siakam, mais Siakam, moi, je kiffe pas. Donc, sinon, c'est que des joueurs de complément. T'as pas beaucoup d'équipes vendeuses en plus. Tout à fait. Donc, Tout à fait. ouais, ouais, un joueur comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas fou, quoi. C'est clairement pas fou. Après, faut voir. Tu refais à l'époque, tu refais Miles Turner? Oh non, non, non. Ah non, c'est bon. C'est parce que ça en Passe. parlait souvent à l'époque. Ah, c'est une passoire. Une passoire. Je regarde Indiana, mais alors déjà, les guards, ils défendent pas à Indiana. Mais alors, Miles Turner, non, non, je sais pas. En vrai, franchement, tiens, tiens, ça sort un peu de derrière les fagots. Bogdan Bogdanovic, tu me le sors de la misère des Hawks, là. Tu me le mets en 6e homme, avec Isaiah Joe à côté. Et bah, je peux te dire que c'est quand même. Ça me Non, dirait. Brogdon. Tiens, Brogdon, j'en ai parlé. Réalistiquement, Bogdan Bogdanovic, parce que je pense que les Hawks, c'est quand même sur une pente très descendante et je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Sinon, Malcolm Brogdon. Je le Ouais, trouve parfait dans Brogdon. cet effectif. Ouais. Après, moi, les guards, c'est ce qu'on a le plus, quoi. Tu vois, on joue petit tout le temps, machin, c'est ce qui m'embête, tu vois, donc tu sacrifies d'autres joueurs. Mais bon. Il y a pas de poste 4 qui me fait Ouais, c'est ça, en fait, qui particulièrement. m'embête. Tu vois, je regardais un peu les équipes, là, de tête, il y en a pas 10 000 qui me font vraiment envie, hein. J'adore Desmond Bain. Mais c'est Oui, pas. tu vois, j'avais pensé à lui, mais bon, J'adore Desmond Bain. Voilà. Cam Johnson, il défend pas. Euh, Enfin, encore une fois, c'est dommage qu'André Iguodala soit arrivé 10 ans trop tôt, parce que sinon, c'est ça qu'on aurait voulu, quoi. C'est un 3-4 qui défend le plomb, qui est capable de porter la balle, quoi. Un mec qui a de l'expérience en playoff. C'est ce genre de profil qui manque pour l'instant au KC, je trouve. ouais. Tu vois, on n'a Ben, pas du parlé coup, de ça pivot peut être backup, Kevin hein. Durant. On n'a pas parlé de Non, pivot. On n'a pas- moi j'aime bien Gafford parce que je trouve que c'est un pivot dont on parle pas assez parce qu'il est à Washington, mais je trouve que c'est un bon défenseur. Alors il est un peu limité sur ses rebonds, donc ça limiterait pas le problème. Moi je trouve qu'il met ses lancers, il est une menace sur lob, il est dans le dunker spot, il fait pas d'erreur, donc je préfère largement, tu vois, un Gafford qu'un Claxton, par Après, exemple. lui, j'ai du mal dans le jeu, comment on joue. Tu sais, bah, enfin, Oui, je suis de faire d'accord. vivre Mais la balle, etc. J'ai un peu peur. Tu prends Bogdanovic, mais l'autre, Boyan, il Boyan. est trop vieux. Hmm. Il est trop vieux et puis il C'est vrai défend qu'il est pas vieux, non je le voyais plus. un peu plus jeune que ça. Ouais, mais dans le profil, on aurait pu presque se rapprocher. Offensivement, défensivement, non, mais. Oui, oui. Après, je sais pas moi, il y a pas de 3-4 qui me fasse si Cam Johnson Non, offensivement, ouais, c'est bien, mais après, défensivement, c'est dur et puis le c'est ça. contrat est quand même on ramène Jeremy Grant, mais encore une fois, c'est un problème de contrat aussi, donc J'y avais pensé à Jeremy Grant, parce que lui, il peut jouer 4-5, il a le tir, il peut porter la balle, plus ou moins de manière efficace, où il croque un petit peu des fois, mais voilà, ce profil m'intéressait aussi. mais après Jeremy Grant, Pourquoi on pas. le connaît, enfin, est-ce qu'il a envie de revenir dans le sinking ship
qu'était OKC il y a 4 ans, quoi, sachant qu'il est déjà dans un kinship du côté de Portland. Donc il y a 2-3 déclarations de Jeremy Grant quand il était parti Hmm. d'OKC qui, moi, m'avaient pas particulièrement plu. Et Oui. je pense que Jeremy Grant, c'est un joueur qui, dans son rôle offensif, est trop grand et qui aurait tout intérêt d'assumer son rôle un peu plus réduit et qui ne le fait plus depuis son départ de Denver en 2020. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et donc par rapport à ça, on avait aussi une question de J-Dub Stan qui nous demandait si on doit se positionner à la deadline, la cible idéale et le deal qui nous irait. Bon, on a un petit peu dit, on n'a pas de cible concrètement. Si, Là, c'est assez dur. Caruso, Ouais, Tyus Jones. Caruso. Donc tu l'envoies contre quoi, en gros, ça? Bah, je sais pas, moi. Bah, au Il coup coûte des combien? pics. Il coûte 9 millions, Caruso. Envoie, je sais pas, moi. Je sais pas, un jeune. Misic Misic, ouais, Misic. Envoie Dieng si ça te fait plaisir. Je et sais un pas. pic. Ouais, ouais, peut-être même deux, hein, à mon avis. Hmm. Ou alors un first et 4 second tours, parce qu'à la deadline, de toute façon, ils vont tous s'échanger des second tours, parce qu'il y a 4 équipes qui possèdent tous les firsts de la ligue. Non, Caruso, moi, je trouve que expérience, déjà champion en plus avec les Lakers, et sur le point of attack, lui, plus Dort, c'est infernal. T'ajoutes du Cason Wallace là-dedans, c'est infernal. Ouais, je l'avais pas trouvé très bon, Caruso, contre nous. Tu regardes les 2 seuls matchs où il prend une sauce, je te jure qu'il est tellement fort défensivement. Oui, Mais après, c'est ça le problème. J'ai pas envie de regarder les boules, je regarde pas. Et là, je regarde contre OKC, il s'est fait manger, mais tout ouais, cru, quoi. mais qu'est-ce qu'il à contre OKC, mais alors les autres matchs, qu'est-ce qu'il est fort Ouais, faudrait que je regarde un peu défensivement. plus. Aïe, C'est aïe, le aïe, défaut aïe. que maintenant que j'ai, que je regarde pas assez régulièrement les autres équipes, Il malheureusement. est très très fort. Alors, enchaînons un petit peu. Bon, on va parler un petit peu de Kevin Durant. On a 2 questions sur lui. D'abord, si un trade de Kevin Durant est possible, mais avec J-Dub dans la balance, est-ce qu'on le fait? C'est Sam de B-Ball, @B-Ball Thunder 2 qui nous demande ça. Est-ce qu'on met J-Dub dans la balance pour avoir KD? C'est tout le débat, c'est tout le débat. On l'a déjà eu. Moi non. Tu restes sur ta position de février quand KD était relativement disponible, on va dire. On en avait un Ouais, peu c'est vrai parlé. on avait parlé, mais moi je le fais pas parce que bah, KD déjà il prend une masse salariale immense 47 millions. qui peut te servir et il a un contrat garanti encore assez longtemps pour voir son âge, le prix qu'il coûte et l'antécédent blessure qui m'inquiète. Alors après quand il est sur le terrain, j'ai pas trop de soucis, Ça va. honnêtement. Mais voilà, en fait, je me dis, là, pour le coup, c'est vraiment précipiter le truc, tu casses ton noyau. Alors, ça peut marcher, tu peux avoir un titre presse direct, peut-être, et encore, si tout se passe bien, il te manque quand même des armes à côté, vu ce que tu vas perdre, je pense, en allant chercher KD. Mais ouais, je préfère rester tranquille sur ça. Alors, s'il n'y a pas de J-Dub, c'est un autre débat. Mais Ouais, J-Dub, j'ai bien envie de les garder. Tu vas pas échanger Kevin Durant contre Davis Bertans, Luguentz-Dort, Ousmane Dieng et Josh Giddey, hein. Il y a un Bah moment où oui, il faut. Attends, quand même pas. Non, bah, déjà, KD sera pas disponible, mais après, ce qui est bien avec KD, c'est qu'il a que 2 ans restant sur son contrat, donc ça colle avec les extensions rookie de J-Dub et de Chet, par exemple. KD serait en fin de contrat la première année où les extensions rookie arriveraient. Donc au niveau du enfin, si t'as contrat, plus les deux, ça sert à rien. non, mais faut pas, dans ce cas-là, si c'est Chet plus J-Dub, oui, non, faut pas faire ça. Si c'est, Après, je, je sais pas, je trouve moi, je que, demande Chet, hein, si je suis les Suns, hein, je demande pas J-Dub d'ailleurs. Hein. oui, bah, raccroche le téléphone. Dans ce cas-là, moi, Oui, franchement. je raccroche le téléphone. C'est sûr que Chet serait un peu mieux défensivement que Youssouf Nourkic. Mais non, après, c'est très difficile. Je pense que le package serait très élevé. Après, oui, tu peux avoir chez plus Kevin Durant. Donc, ça serait un truc où tu aurais peut-être plus de chances d'aller au bout, mais sur un laps de temps plus court. Hmm, c'est vrai. Donc, il faut choisir. Je pense que euh, trader pour Kevin Durant ne te garantit pas un titre, tout comme avoir un trio de jeunes qui se développent année après année ne te garantit pas un titre non plus. Il faut choisir dans lequel tu crois le plus. Moi, je me dis quand même, ça reste Kevin Durant. Après, il y a pas mal de situations où KD décline un petit peu ces dernières années. Il y a quasiment plus de 3 points. Il prend énormément de mi-distance. Il va assez peu au cercle. Défensivement, c'est plus vraiment le Hmm. protecteur d'arceau qu'il a pu être, notamment sur les belles années de Golden State. Mais ça reste encore Kevin Durant, donc c'est un joueur exceptionnel en 50, 40, 90. Mais je sais pas, ça reste Kevin Durant. C'est-à-dire que si jamais ça arrive, je fais oh. Et puis l'histoire, en plus, voilà.
retour de KD. Mais je sais pas à l'heure actuelle si, sachant que ça va te coûter Dort, plus J-Dub, plus 17 pics, je pense que c'est un laps de temps trop court de prime KD pour vraiment aller au bout, je pense. C'est un truc d'équipe de Los Angeles, ça, de faire ça. Tu vois, c'est un truc d'équipe qui est dans le Oui, besoin d'être tout le temps compétitif. Tu vois, et moi je crois au projet qui est mis en place. En fait, je crois au truc. Peut-être que ça t'apportera pas un titre. Par contre, potentiellement, et comme tu as dit, ça t'apporte de la compétitivité sur longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, je pense, pour le front office. Surtout avec la nouvelle salle. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Tu vois, si tu crames tous tes assets, que tu arrives en 2029, nouvelle salle, il n'y a plus rien. C'est chaud quand même. Je suis pas sûr que ça se passe aussi bien. Enfin voilà, il y a plein de contextes qui se passent pour moi. Et on a une question sur ça ensuite, sur un peu plus là, si on a envie de l'avoir en mode avec ce qui s'est passé avant. Mais j'ai pas envie de sacrifier tout le projet pour ça, pour l'instant. Après, dans 6 ans, je pense que le cycle il sera fini, hein. Enfin, des cycles qui durent 6 ans NBA, hormis Ouais, mais Boston. Boston qui a réussi à faire des c'est trucs. infernal. Mais t'as 5 ans ou 4 ans et t'as 2 ans ou 1 an et demi, quoi. Ouais, après, enfin, je sais pas. En gros, là, on va prendre les équipes qui ont des cycles un peu longs avec leurs meilleurs joueurs. Boston, ils ont Tatum Morant depuis 2017. C'est un Bah, les miracle que ça Warriors. tienne encore, c'est incroyable. Bon, les Warriors, ils ont eu KD, après ils draftent. Enfin bon, bref, les Warriors sont Et quand même plus sur une fin de cycle quand même que oui. T'as voilà. Denver. Je suis à Denver, ouais. Denver, c'est depuis, allez, 2019 que c'est devenu vraiment sérieux. Sachant qu'il y Ouais. a une année et demie gâchée, enfin il y a 2 saisons gâchées, mais une année et demie par la blessure de Jamal Murray. C'est tout, hein. Memphis, Ouais, Memphis. Memphis, j'allais te dire, ouais, parce qu'après, tu vois, même les Bucks, maintenant, ça a changé de Ah, cycle, ils on ont va dire, avec Lillard. Lillard. Les Sixers, ça a changé maintenant qu'il y a plus Ça a Harden, changé plus 2 Zion. fois. Oui, ça a même changé plusieurs fois, mais t'as Embiid, tu vois. Oui. Euh, Après, il y a les Mavs en soi, hein. Enfin, qu'on fait plein d'ajustements, mais c'est toujours un peu le même noyau. Bon, ah, c'est Luka, quoi. Oui, Luka et Tim c'est Hardaway. Luka et Kleber, quoi. Luka, Tim Hardaway, Maxi Kleber, Dwight Powell, quoi. Super, waouh. Non, mais enfin, je sais pas. Je trouve que on verra. Mais après, oui, c'est vraiment. Est-ce que tu fais ce qu'ont fait les Suns, par exemple, de dire ça va être catastrophique dans 4 ans quand ils auront plus de pick de draft, ils auront plus. C'est-à-dire que OKC aura sa nouvelle salle avant potentiellement un first round des Suns. C'est pour vous dire à quel point les Suns, au niveau des picks de draft, ils ont tout balancé, ils ont tout sacrifié pour se dire on maximise tout sur 3 ans, quitte à ce que ce soit le néant ensuite. Ou alors, est-ce que tu préfères être un peu plus inscrit sur la durée en te disant peut-être qu'on peut faire comme Denver, où on essaye plusieurs fois et finalement il y a une année où ça marche et peut-être que les années d'après ça peut continuer à marcher. Ouais, je crois plus en ça. Je crois plus en ça, honnêtement. Mais bon, c'est à la vision de chacun. Et par rapport à KD, du coup, on avait une question de Thématéi. C'est votre avis sur un retour de KD contre une contrepartie raisonnable? On va plus prendre la question en mode moralement, si je peux dire. Il n'y a pas Euh, de problème, hein. Franchement, il y a eu ce débat sur Twitter. Quand je l'ai tweeté, je crois que c'était à Ouais. Noël qu'il a sorti un Soir de truc. Noël en plus. Et on me dit, mais tout le monde va être d'accord. Bah, on a attendu un Non, petit peu mais les moi je le réponses, et savais, pas du tout. Pas je du le tout, c'est savais, 50-50. C'est 50-50. je le savais. Je peux comprendre cet aspect de la pisser sur la franchise, machin, je sais pas ce qu'on nous dit des fois. Oh. Je peux comprendre. Après, moi je dirais, je suis ok, mais ça va dépendre des conditions, effectivement. S'il revient en mode free agent dans 3 ans, avec contre très peu d'argent, il joue, il sort du banc, il est très bon, vas-y, cool. Après, un trade, c'est pas forcément lui qui choisit, de toute façon. Donc déjà, Oh voilà. si, si, c'est Oui, mais ce genre de joueur, oui, c'est consulter vrai. un minimum. C'est vrai. Mais lui, il peut vouloir, et enfin, bon, voilà, après, s'il peut juste voir l'opportunité d'avoir un titre. Bah, après, je suis moins. Il y a une époque, j'aurais dit non, c'est hors de question. Mais s'il revient en mode rédemption, ah, écoute, hein. Putain, moi, il peut revenir quand il veut. Enfin, je suis désolé, il peut revenir quand il veut. Déjà, je dis pas ça pour la commune, mais je pense qu'il y a des gens qui sont contre le retour de Kevin Durant et qui n'ont jamais vu Kevin Durant jouer en direct avec un maillot du Thunder, parce que C'est c'était il y a possible. 7 ans quand même. Ça fera 8 ans en juillet hein, que KD a pas joué sous un maillot d'OKC, donc ça remonte. Euh,
Moi, en vrai, enfin, ça me pose pas trop c'était il y a 8 ans, faut peut-être quand même, 7 ans et demi, il faut peut-être quand même passer à autre chose. Je trouve que oui, OK, KD est parti dans des conditions déplorables. Il a eu un comportement qui était aussi déplorable, via certaines déclarations dans les années qui ont suivi. Mais il faut quand même pas, sous-estimer le fait que Kevin Durant a mis le Thunder sur la carte. Littéralement, a mis le Thunder sur la carte. C'est oui, peut-être que Russ est le joueur le plus iconique de l'histoire du Thunder. Si tu dois faire une statue, tu fais une statue de Russell Westbrook et pas de Kevin Durant, mais KD a quand même mis le Thunder sur la carte. KD termine deuxième du MVP une année où Russ est même pas All-Star, la 2009-2010. Donc voilà, je trouve que il est parti dans des conditions horribles, mais s'il revient, bah, c'est pour finir d'écrire l'histoire. Alors ok, on fait souvent ce parallèle avec LeBron, sauf que LeBron il est revenu en tant que free agent et les Cavs partaient de beaucoup plus loin que ce que est le Thunder actuellement. Après, aux Cavs, il y avait quand même Kyrie Irving. Mais bon. Donc moi, s'il revient, j'ai pas de problème avec ça. Je pense que déjà, s'il revient, c'est que Sam Presti n'a pas de problème avec ça. À partir du Mmh. moment où Sam Presti n'a pas de problème avec On n'en ça, a pas. voilà, c'est que pour moi, je trouve qu'enfin, je peux comprendre la frustration qu'il y a envers KD. C'était il y a 7 ans et demi. Il faut peut-être quand même que de l'eau coule un petit peu sous les ponts. KD est quand même beaucoup plus clean depuis aller un an et demi sur ses déclarations sur le Thunder. Peut-être aussi parce qu'il se dit qu'il y a un Il est maillot à très retirer. gentil même, très, très gentil Oui, même. ah oui, bah, en même temps, Shai, c'est son copain, J-Dub, il aime bien, Chet, bon, bah, C'est quand il son le voit, il se son voilà. son meilleur gars. Voilà, donc OK et puis il se dit: «J'ai peut-être un maillot à retirer». Donc voilà, pour moi, il y a pas de souci s'il revient, je suis pas le dernier à avoir des problèmes, moraux sur certains trucs, mais ça me pose aucun problème. Ça reste que du sport à un moment et s'il revient, c'est que bon, il a pas non plus insulté, nos mères ou je sais pas quoi. C'est que du sport, quoi, donc s'il revient, c'est pour finir d'écrire l'histoire en plus, Ouais. de sa carrière et pour boucler la boucle OKC. Donc moi, ça me pose aucun souci. Ouais, ce que j'allais dire sur le comportement depuis quel temps, tu vois, tu en parlais c'était pas bien au début, là, ça fait quand même quelques années, ça va bien mieux. Bon, c'est pas Russ, mais ça va quand même bien mieux. Après, Paul George a fait, des grandes déclats tout le long, il est parti aussi, hein, on a demandé son trade, hein. Russ, il a rien dit sur OKC, hein, je suis désolé, Si, à chaque fois qu'il revient, il dit c'est sa famille, que c'est voilà. ouais, ça c'est des trucs, c'est des Oui, banalités mais que ça. KD n'a jamais dit Bah, en même avant. temps, il reçoit pas le même accueil quand il revient, hein, que Russ, C'est hein. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais voilà, je suis assez d'accord avec toi. On verra si ça se fait un jour. Voilà, le parallèle avec LeBron est assez drôle parce que oui, effectivement, LeBron au début personne ne voulait machin et quand il est revenu, tout le monde était très content de l'avoir. Ah bah, ouais, Donc, tu as raison. t'as raison. Euh, alors, autre question. Pastagus qui nous demande Dort plus des pics contre Bridges. Le bon Bridges, il a précisé quand même, pas le criminel. Heureusement, oui. Oui, oui, je pense que oui. Oui, 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 oui. oui. Toi Oui, surtout, moi je comprends totalement, mais toi encore plus, tu vois? oui, oui, bah, c'est-à-dire que tiens, c'est le moment là. En plus, on est enregistré, comme ça, ce sera sur bande passante. Il faut quand même souligner que Lugensdorf est très bon cette année, hein. Parce que Ah, j'ai quand même, souvent parce qu'à é chaque fois je le disais depuis le début, il me disait: «Ouais, nanana», et là il est quand même très non, bon. il est très, très bon. Je trouvais que défensivement, sur le début de saison, il était un peu moins bon et là, c'est de mieux en mieux et j'ai été souvent critique de Lugensdorf et là, je trouve que, tu vois, j'avais de gros doutes sur le côté un peu liability de Dort sur une série de playoffs. J'en avais parlé, j'avais cité l'exemple de Dillon Brooks, l'été dernier où c'est des joueurs qui offensivement peuvent te coûter beaucoup plus que ce qu'ils te rapportent en défense. Là, franchement, si tu as Lugensdorf sur une série de playoffs, je suis plutôt confiant, sur son apport. Alors il prendra pas 14 tirs par match, mais il défendra et il mettra les quelques tirs qu'il a. Je trouve que c'est, peut-être celui qui s'est le mieux adapté à son rôle, sachant que son rôle est peut-être celui qui diffère le plus cette année de ce qu'il avait l'an dernier. C'est vrai. Non, non, mais moi je suis là, le Loup cette année, rien à dire, hein. Il a des vagues au tir et cetera, mais globalement le pourcentage reste élevé. Mmh, Dans les choix offensifs, c'est bien mieux. Enfin lui, quand tu vois comment collectivement ça joue, tu peux Dort l'année dernière aurait fait n'importe quoi. Là mmh. honnêtement, c'est de mieux en mieux. Il y a des contre-attaques, il y a des drives, il y a des cuts. Voilà, après défensivement, c'est un peu moins le chien fou du début, tu vois? C'est un peu moins, je C'est sais pas pas la comment bulle, dire, quoi. ouais, il part pas, il met pas une presse tout-terrain comme un malade et cetera. C'est moins ça. Mais je le trouve, quand même très efficace, très bon. Enfin hier, sur Jamal Murray,
Il a été très efficace. Enfin, il y a plein de choses où il est encore déterminant. Et voilà, effectivement, offensivement, il a un nouveau rôle qui semble lui convenir et qui nous convainc, honnêtement. Hein. Donc là-dessus, petite satisfaction, effectivement, à mentionner pour le Dort. Mais ça n'empêche pas que Toujours Bridges est-il que ait un niveau voilà. au-dessus. Toujours est-il que même malgré le niveau de Lou Dort, Michael Bridges, enfin Dort plus pique contre Michael Bridges, oui, je prends tous les jours parce que là, allez, à condition que tu remplaces Josh Giddey. Mais même avec Josh Giddey, t'as un quatuor défensif, c'est chier. Ouais, ça manquerait quand même. Parce que Michael Bridges, depuis qu'il est honnête, tu sens que c'est plus dur d'avoir de l'énergie des deux côtés du terrain quand tu as de plus grandes responsabilités en attaque. Donc, il est un peu moins fort sur le point of attack. C'est pas tout le temps lui qui défend le point of attack. Parfois, tu as Dorian Finney-Smith, mais tu aurais quand même un quatuor défensif chez J-Dub, Michael Bridges, Chet Holmgren. Et en attaque, c'est pas mal aussi. Hein. En attaque, en fait, c'est surtout en attaque que l'upgrade est fort. Au-delà de... C'est surtout ça. Oui. Parce que défensivement, je suis même pas sûr. Il faudrait voir l'investissement, comme tu dis, etc. Mais en attaque, par contre, oui, effectivement, tu Suns, il était meilleur. Enfin, Oui. il était meilleur que Dort défensivement. C'était l'un des meilleurs défenseurs extérieurs. Là, tu sens qu'avec le changement de rôle et la plus grande responsabilité en attaque, c'est un peu moins fort. Mais ça reste très bon quand même. C'est toujours pareil. Hein. On sait, les joueurs, ils peuvent difficilement se donner autant des deux côtés du terrain. Mais... en parlant de joueurs des Nets, d'ailleurs, Tom de Dunkeldo, qu'on salue bien entendu, elle nous a posé une de ses premières questions sur Claxton, et on pense quoi du fit de Claxton à OKC. Je suis pas forcément fan. Avoir deux cure-dents dans la raquette. Non, j'exagère. Non, j'exagère en disant ça. Mais non, mais je trouve pas que ce soit le profil vraiment qui manque. Je trouve les mêmes problèmes que Gafford qu'on a cité, et je le trouve peut-être un peu moins, comment dire, aérien, impactant physiquement. Et du coup, ça m'embête un petit peu. Je trouve Gafford peut-être plus solide, tu vois. Je sais pas, moi ce qui me pose problème avec Nick Claxton, c'est qu'il fait 2,6 m quoi, ou quelque chose dans le genre. Je suis en train de vérifier là en même temps que je parle sa taille, c'est que Gafford c'est un pivot, Claxton il est un peu petit, hein. 6'11", 2'11", j'ai rien dit. Mais moi il me semble un peu petit. Justement, c'est un joueur qui fait peut-être plus petit que sa taille, je trouve. Et puis moi j'ai une différence majeure, c'est que Gafford il est à 70% sur ses lancers, là où Claxton il est à 45%. C'est ce que j'allais te dire. Tu peux faire du hack Claxton. Il est à 61% cette année. Je dis vraiment que des conneries. C'est bien de vérifier. Mais c'est un shooter à 55% en carrière. Non, faut Claxton. En plus, il faudra le payer, il me semble, durant à l'été prochain. Je pense qu'on parle beaucoup de 5 un peu tradis à OKC. C'est pas forcément ce qu'on a envie, toi et moi. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver un 5 comme fait Chet Holmgren, c'est-à-dire défenseur élite en attaque capable d'écarter le terrain. Tu as souvent un côté ou l'autre sur les pivots, voire sur les 4 qui peuvent se décaler en 5, mais tu as rarement les deux, ce qui fait toute la saveur du profil de Chet. Mais je trouve que Claxton, bon, je préfère Gafford. Franchement, je le trouve, comme tu as dit, je le trouve un peu plus serein et je le trouve un peu plus. Je le vois plus s'intégrer, je trouve moins de défauts dans ce que peut apporter un Gafford que dans ce que peut apporter Claxton des deux côtés du terrain. Bon, après, moi, les deux ne me vont pas forcément, honnêtement, dans le profil offensif. Ça je comprends. Est-ce que tu as un upgrade à Kenrich et à Jalen? Je suis pas sûr. Dans le contexte OKC, j'entends. Je pense que c'est des meilleurs joueurs. Encore que Kenrich, ça se débat. Mais dans le contexte OKC, je suis pas sûr du tout. Bon, c'est des meilleurs joueurs, non? Pour moi, même Kenrich, ça se débat pas trop. C'est meilleur, déjà. Oui. Non, mais je pense que Gafford et Claxton sont quand même de meilleurs joueurs que Kenrich. Peut-être moins valuable, mais de meilleurs joueurs. Surtout Kenrich de cette saison qui n'est pas non plus folichon. Mais après, c'est dur parce que j'essaye de réfléchir à je vois, toi et moi, je pense qu'on a on recherche le même profil en backup pivot, mais j'ai du mal à avoir ce profil. C'est-à-dire que, faut dupliquer Chet Holmgren, quoi, globalement. Ou alors, il aurait fallu que Poku devienne ce joueur. Ouais. Mais non, ou que Dieng le devienne. Ouais, en 5, Dieng. Ouais, après, il a la taille, tu vois, comparé à d'autres, il n'est pas beaucoup plus petit, ou voire plus grand que... Ouais. Mais... Ou alors que Moi, ce qui pourrait me plaire un backup, c'est que t'es un Sabonis version Wish.
Alperen Şengün? Non, pardon. Non, mais Euh, tu vois, dans le profil hub, mini hub qui peut créer, où tu donnes la balle sur les end-off, qui a des bonnes mains, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Parce que Jeline, pour moi, devrait tendre vers ça, mais on en est loin, quoi. Oui, oui, oui. Après, je sais pas, parce que si on parle si on parle de playoff, Jokic en a parlé récemment en interview. La série où Jokic a été plus en difficulté défensivement, c'est quand il y a Anthony Davis et Dwight Howard qui sont sur le paletot, quoi. C'est quand tu as 2 intérieurs, tu en as un qui est Des Paul capable de Goth. prendre le défi physique et tu en as un Mm. autre qui est capable d'être le roamer. Donc, et sachant que, globalement, si tu veux être champion NBA, si tu veux sortir de la conférence Ouest, il y a un moment, je dis pas cette année, hein, je dis dans 2-3 ans, tu devras passer à un moment ou à un autre par Nikola Jokic. Donc je dis pas que tu dois faire des match-up, enfin tu dois trouver le Jokic stopper parce que ça n'existe pas. Mais je sais pas. Kelly Olynyk, tu vois, c'est un joueur que j'aime bien, mais défensivement c'est trop dur, Ah, c'est y a trop dur. rien. Mais Franchement, je préfère offensivement, avoir Jeline oh défensivement. Ouais. non, non. Ah, défensivement peut-être, Défensivement. mais Bah ouais, parce que regarde, offensivement, tu vois, ce que tu dis sur Jokic, c'est ce qui s'est passé quand on joue Denver. C'est ça ce qui se passe, hein. Il joue, on le met sur Jokic et Chet en deuxième rideau et ça marche plus ou moins bien. mais il défend Donc, mieux au poste qu'au large, Jalen. ah bah oui. Il défend mieux en post-up que si tu l'impliques sur le pick and roll. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais sinon, Moi, ouais, je suis pas trop fan de Claxton, hein. non, à voir sur ça. Ensuite, on a deux questions un petit peu sur nos assets. Donc, il y a Daychris ou Daychris qui nous demande les assets que garde Prestige sont pour garantir un bon supporting cast année après année et pas pour une superstar. Mm, Peut-être. Peut-être, hein. je suis Je sais pas ce d'accord. que t'en penses, mais ouais, peut-être qu'on va tendre vers ça si notamment le trio s'affirme, hein. C'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Je suis d'accord, je l'ai tweeté il y a de ça 2 jours. Il me semble, alors il faut rendre à César ce qui est à César. Il me semble que c'est Ben de QI Basket qu'on avait parlé en octobre, quand ils avaient parlé des Pels et du Thunder. Que faire des assets? Mm. Il me semble que c'est Nate Jones ou Nate Duncan, je confonds toujours les noms de famille, qu'il a tweeté il y a de ça 2 jours. Je pense que OKC est dans une situation où en fait, Presti il a un peu retenu les leçons de ce qui s'est passé sous KD et Ross. Et en gros, les first round à disposition du Thunder, ça va être entourer ce trio d'un supporting cast compétent et sous contrat rookie, donc avec des contrats assez peu élevés, de sorte à ne pas te flinguer trop vite euh, financièrement, parce qu'on sait que la seconde apron avec le nouveau CBA est extrêmement pénalisante, surtout si tu y vas plusieurs années de suite. Donc il faut éviter de se retrouver dans la seconde apron tout en ayant un supporting cast de qualité, parce que si tu as juste le trio, ça ne marchera pas pour gagner. Donc je pense Mm. que oui, on est de plus en plus dans une situation où en fait, c'est ce qui se passe un petit peu avec Denver. Il me semble que Ce j'en que ai j'allais parlé dans le dire. précédent podcast, mais Denver a récupéré des joueurs de second tour parce que ça faisait des joueurs en qui, enfin, d'une part parce qu'ils ont confiance dans les joueurs qu'ils choisissent et dans leur capacité à choisir les bons joueurs pour les aider, et aussi parce que ça fait des joueurs de rotation sous contrat rookie, donc avec des contrats à la valeur assez peu élevée, ce qui te permet d'avoir Nikola Jokic au max, pardon, d'avoir Jamal Murray au max et d'avoir Michael Porter Jr. au max. Et puis tu utilises des fois des pics pour aller chercher un. Alors KCP, je sais pas si c'est un trade ou une signature, mais Gordon, c'est un trade. Enfin, tu vois, Je vais te tu dire peux ça. équiper ton roster avec des joueurs comme ça. Mais le modèle Denver, pour moi, est ce vers quoi on doit tendre, en fait. Et Bah, donc, je suis c'est assez d'accord avec la question où, oui, potentiellement, tu vas faire des trades pour t'équiper. la, Et la, d'ailleurs, les la- trades qu'on a proposés, c'est ça, tout le temps, d'ailleurs. Oui, mais d'ailleurs, enfin, OKC, même dans le coach, avec Mark Daniel, comme Michael Malone qui a commencé en reconstruction et finalement, c'est un trade hein, quand il va Ouais. à Denver. Il est tradé avec Keith Smith contre Will Barton et Monte Morris. Eh ben, dis donc. Non, non, mais je trouve que, enfin voilà, OKC s'inspire beaucoup, je pense, du modèle de Denver, et je pense que en fait, on n'a pas encore totalement la réponse, dans le sens où, pour moi, ça dépend de à quel niveau peut aller ton trio. C'est-à-dire que si le trio chez Chet, J-Dub, c'est un trio de All-Star, bah en fait, tes assets, tu vas juste les servir pour avoir ton quatrième meilleur joueur, un peu comme Aaron Gordon, un peu comme Derrick White, comme on avait parlé, Tom, dans la conve Dunk Hebdo ce matin, ou pour avoir des role players. Si jamais euh, tu n'avais pas un trio de All-Star, entre guillemets, peut-être que là, tu chercherais à rajouter un autre joueur de ce calibre. Mais si ton trio devient un trio de joueurs All-Star, ou pas loin, avec un MVP en gros, un joueur calibre MVP avec Shea, avec un joueur multiple All-Star potentiellement avec Chet, un joueur
qui est fringe All-Star avec J-Dub, je pense que là, tu n'as pas besoin, selon moi, de Non. trader pour une superstar. Il faut juste bien les entourer de bons role-players. T'as bien assez, ça c'est sûr. Surtout que les Ouais. profils sont très complémentaires là pour le coup. Oui. Sur les 3, on n'a pas trop de doutes. Donc non, je suis d'accord avec toi, bien les équiper, bien entourer de role-players. Et c'est c'est ce qui se passe là actuellement. Hein. Tu as 3 joueurs dominants. Peut-être des fois, il y en a un qui est un peu en dessous, l'autre prend le relais, etc. Entre Chet et J-Dub. Et après, tu as des bons role-players, globalement. Cason Wallace, typiquement. Hein. Cason Wallace, Joe, ce vers quoi on va reparler ensuite, tant Josh Giddey. Il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Dernière question un petit peu sur les trades de le Yann P. Selon vous, quelle équipe serait la plus susceptible d'être intéressée par les assets dont dispose le Thunder et serait prête à faire le premier pas afin d'en acquérir? Bon, en gros, c'est une équipe qui voudrait se reconstruire, ça, on va être honnête. Hein. Qui vend là? Qui est vendeuse en ce moment? Bon, les Raptors. Les Raptors, effectivement, mais bon, je pense que les Raptors Utah, Atlanta, j'aime bien. Enfin, j'aime bien quand je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'à tout moment ça peut péter, mais j'ai quand même toujours cette impression qu'à tout moment ça peut repartir, peut faire un all-in aussi. Cette année, tu vois, j'ai toujours l'impression qu'eux, le ils all-in, ils l'ont jamais. fait. Ils ont envoyé 3 firsts pour Dejounte Murray il y a 1 an et demi. Donc, je sais pas. Moi, qui peut. En fait, ça revient à prédire qui va être vendeur, quoi. Quelle est la prochaine équipe vendeuse? Je pense qu'Atlanta, je suis pas très confiant sur eux. Voilà. Faut voir. Je sais pas qui peut. Les Bulls vont être vendeurs à un Les moment Bulls, ou il y un a un autre. moment, ça va Par la, arriver, c'est sûr. par la force des choses, vont être vendeurs. Voilà. Il y a toujours ce trio. C'est un peu le trio. Les 3 équipes sont très liées à l'Est. Raptors, Hawks, Bulls, c'est souvent des équipes qui ont des bilans et des destins un petit peu croisés ces dernières années. Non, sinon, après, je crois que ça, parce qu'il y a tellement d'équipes, et c'est aussi pour ça qu'il y a Détroit qui est tout en bas, il y a Washington qui est tout en bas, les Spurs qui sont tout en bas, c'est que tu as quasiment 27 équipes qui jouent, enfin, en tout cas, qui ont des velléités de résultats, ce qui n'était pas le cas il y a de ça 5-6 ans, où tout le monde essayait de tanker parce qu'il y avait les Warriors, les Cavs et les Rockets un petit peu. Puis tu vois, même les Nets qu'on disait survendeurs, ils sont 9e. Et t'as pas l'impression qu'ils cherchent tant que ça à vendre. Enfin, Ils ont pas le contrôle de leur pic, donc ça sert à rien d'être vendeur. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, eux, ils pourraient être demandeurs, hein, mais bon, à voir. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu le résumé. Quand tu vas être vendeur, tu vas te tourner vers OKC, tu vas dire, bon, qu'est-ce que ça vous intéresse? On brade ça, ça, ça. Ouais. Ça va être ça. Hein. Ouais, je pense que les Nets, si, alors, une situation, mais ça n'arrivera pas, c'est où les Nets se disent, par exemple, bah, comme on n'a pas nos pics de draft, on essaie de récupérer des jeunes à talent. Tu vois, où ils pourraient dire, je sais pas, tu fais Michael Bridges, bah, mets-moi Jalen Williams, par exemple, dans le trade, où ils se disent, ce qu'on récupère pas en tant que qualité de jeune via la draft, on va le récupérer via des trades, en étant vendeur sur nos meilleurs joueurs. Mais même ça, je ne le vois pas arriver. Non, ça se fait de moins en moins, j'ai l'impression. Bah, il y a ton auto qui fait ça. Ouais, mais ouais. Peut-être les Kings avec Siakam, où ils pourraient lâcher Keegan Murray, ou je sais pas. Je pense que, enfin voilà, Siakam, je pense qu'il va changer de conférence. Il va changer d'équipe, mais il va changer de conférence, je pense. Donc voilà. Je sais pas où il va aller. Hein. Sacramento, j'aime bien. Après, on a parlé de Dallas, mais Dallas, ils n'ont pas les assets pour Siakam. Ouais. Et je pense que, ouais, gardez un œil sur Sacramento. Je pense que c'est eux, pour le coup, ils auraient besoin de la défense de Siakam. Pourquoi pas? Ouais, tu mets Murray. Bon, Barnes, c'est pas un jeune, mais tu le mets dedans. Ça va demander. Ouais, c'est chaud quand même. Ah, c'est dur. On va arrêter là pour cette première partie de l'épisode. On va être honnête, on enregistrera en post-prod parce qu'on s'est rendu compte que c'était très long. Donc ça va être divisé en 2 parties. Donc vous venez d'écouter la première partie. Merci à tous d'être arrivés jusque-là. La deuxième partie arrive très prochainement. Donc d'ici là, abonnez-vous partout, toutes les plateformes d'écoute, etc. Comme d'habitude. Merci à tous ceux qui ont posé des questions encore une fois. Et on se retrouve très vite. Allez écouter la partie 2. D'ici là, profitez bien de vos nuits du Thunder qui sont très victorieuses et bonne année à tous. Salut. Salut.